Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ou même encore mieux, depuis que vous suivez mes bonnes recettes de boissons pour bien suivre, reprendre les bases de la production audiovisuelle. Je vous fais une série de vidéos parce que suite à plusieurs messages privés que j'ai reçus, je me rends compte qu'il manque peut-être une présentation en fait de qui je suis, mon profil, mon parcours, et pour que vous puissiez comprendre mon domaine et aussi pourquoi je vous partage mes connaissances, mes outils dans la production audiovisuelle. Excusez-moi, j'ai un petit moucheron. Donc je suis Virginie et j'ai la chance d'exercer un métier passionnant qui est productrice dans l'audiovisuel. Ah, je l'ai eu. Même si pour le moment, je n'ai pas de structure dans laquelle produire, je garde cette formulation au présent parce que j'ai le plaisir de continuer à accompagner dans l'ombre des productrices et des producteurs, mais aussi des auteurs et autrices réalisatrices qui cherchent conseil et accompagnement dans leurs projets. Donc, comme beaucoup de personnes dans ce secteur, j'ai pas commencé ma carrière dans l'audiovisuel et le cinéma. Après 2 années d'études en économie à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, l'UVSQ pour ceux qui savent, j'ai enchaîné 2 années à l'INALCO, donc c'est l'Institut des langues et des civilisations orientales à Dauphine à l'époque, pour étudier le japonais. 2 années très dures et intenses, mais pendant lesquelles j'ai rencontré des personnes formidables. Et d'ailleurs, j'en fais un petit coucou s'ils passent par là. Mais un coucou à tous les INALCO, les INALConiens, les INALConiennes. Mais après ces 2 années, je ne voyais pas trop de débouchés satisfaisants me concernant, donc j'ai fait une école de commerce pour me donner plus de possibilités. Et après une année en école de commerce, j'ai arrêté en constatant qu'il suffisait de payer pour avoir son diplôme et par conséquent, autant apprendre sur le terrain ou par moi-même parce que je trouvais que c'était beaucoup plus concret. Donc j'arrête au bout d'un an, je réussis avec des super notes et tout. À la suite de l'obtention de ce nouveau diplôme, j'ai eu la chance de trouver très rapidement un super job. J'étais chef de projet pour un magazine de coiffure haut de gamme et j'étais en charge à la fois de la cogestion administrative du magazine avec le fondateur et en même temps de l'organisation de shows et de salons de coiffure en France et en Europe. Donc j'ai pu voyager et d'ailleurs pour mes 25 ans, j'étais en Italie à Bologne. C'était super bien rémunéré. Je découvre un univers ultra enthousiasmant en côtoyant les plus grands artistes capillaires de la planète. Et c'était fascinant parce que c'est des personnes très créatives et vraiment passionnées par leur métier et par le cheveu. Donc c'était vraiment chouette. Mais les dirigeants autour, les grandes marques autour de ces talents ont un système de valeurs très particulier et une vision du monde assez malsaine pour la grande majorité. Ça a peut-être changé depuis, mais en tout cas à l'époque, j'ai pas tenu une année parce que j'arrivais plus à faire semblant en fait d'adhérer à leur délire et à leur perversité de trop de personnes dans ce milieu-là. Et d'ailleurs, quand j'ai annoncé mon départ à mon dirigeant, que je ne me retrouvais pas trop dans cet univers, dans ces valeurs qui moi me dérangeaient beaucoup, il l'a complètement compris parce qu'il a bien vu en fait que j'essayais tant bien que mal de me forcer, mais que ça ne me correspondait pas du tout. Et depuis mes années d'études à l'INALCO, je faisais des vidéos pour un groupe, avec un groupe d'amis d'enfance de mon frère, et on s'amusait beaucoup. On ne prenait pas vraiment conscience à l'époque que ça pouvait devenir des métiers. C'était plus un plaisir, un loisir. Je suis désolée. Je suis désolée pour les moucherons. Bon bref, on faisait ça à côté. Jusqu'au jour où on réalise une vidéo promotionnelle pour une marque de streetwear dans ma cité et l'un des membres du groupe nous retrouve à la fin pour nous demander si on était d'accord d'aller un petit peu plus loin et de faire une association pour faire encore plus de vidéos de ce type. J'accepte d'en faire partie, j'avais déjà une bonne expertise aussi en gestion d'association, même si j'étais jeune, parce que j'avais eu la chance de pouvoir gérer plusieurs bureaux associatifs. Et en quittant le magazine de coiffure, je me retrouve au chômage et immédiatement après ce début de chômage, je reçois un projet dans l'association de court-métrage. Et donc, je le produis seul et bénévolement, évidemment, parce que l'associé en fait en question, lui, était déjà bien pris par ses études et ne voulait pas s'occuper de ce court-métrage-là. Donc, c'est la première fois que je produis seul, j'obtiens les financements, j'organise la fabrication, je gère la distribution et la diffusion, et c'est une réussite. Le film se fait très bien, circule très bien, surtout, et reçoit plusieurs prix. Alors cette même personne, le même gars qui m'a approché au début, revient me voir après ce film-là et il me propose d'aller encore plus loin et en montant une société privée. À l'époque, je me dis que c'est parfait, parce que c'est pile ma spécialisation en école de commerce, puisque je m'étais spécialisée en gestion et création d'entreprise. Donc c'était encore très frais dans ma tête et je trouvais que c'était super de pouvoir le tester en réel.
Donc, je sortais d'un emploi, je faisais aussi de la gestion comptable dedans, et en plus, je trouvais que j'aidais beaucoup mes camarades d'école de commerce à monter leur propre structure, donc je trouvais ça super stimulant de le faire moi-même. Mais je manquais énormément de confiance en moi à l'époque, et malgré tout ce que je savais déjà faire à l'époque, je me faisais rouler dans la farine bêtement dès cette étape et dès cette personne en fait, mais je ne me rendais pas compte à ce moment-là. Parce qu'en effet, je me retrouve à gérer seule la création d'entreprise, allant même jusqu'à mettre toutes mes économies pour le capital, sans prendre la majorité des parts, parce que ouais, ça paraît stupide avec le recul, mais mon associé m'avait convaincu qu'il valait mieux que ce soit lui, le président de la société, et qu'il valait mieux aussi qu'il ait la majorité des parts, parce que tu comprends, machin, etc., et qu'il me remboursera plus tard. Et évidemment, il ne me remboursera jamais. Et en pratiquement 10 ans de travail dans cette structure, en fait, où je portais tout toute seule à bout de bras, j'ai toujours eu que la minorité des parts, et ça a eu des conséquences terribles, puisqu'en fait, j'avais pas de contrôle sur les finances et sur le compte en banque, et il a détourné énormément de fonds. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dû sortir en urgence en 2019 de cette structure, parce qu'en fait, c'était vraiment les détournements de trop, et que moi je voulais pas, enfin j'adhérais pas du tout à sa manière de gérer, à sa manière d'être par rapport à l'argent et au projet. Et quand je faisais systématiquement des emails pour lui dire que j'étais pas d'accord avec ce qu'il faisait avec l'argent de la société et tout, et à chaque fois il me répondait qu'il était le président et qu'il faisait ce qu'il voulait. Voilà. Et puis le jour où j'ai voulu partir, il a bloqué ma boîte mail pendant 3-4 jours pour effacer comme par hasard tous ces mails. Et évidemment, moi, trop bonne, trop conne, à l'époque, j'avais pas fait de copie sur une autre boîte mail. Donc du coup, il me reste juste un email de preuve qui est le dernier avant que je puisse sortir. Et mon objectif, il était simple, c'est que je voulais réussir à produire suffisamment de projets pour générer suffisamment de recettes, racheter les parts de mon associé et devenir donc la seule gestionnaire de la structure de production. Mais au moment où j'allais réussir, il a bien vu en fait que je commençais à ramener pas mal d'argent sur différents projets. Il m'a poignardé dans le dos, tout simplement. Voilà. Lui, plus un autre associé dans une autre structure, en même temps, enfin à une semaine d'écart. Enfin bon, voilà. Donc c'était une période assez difficile, et c'est aussi pour ça que je suis pas prête à remonter une structure de production en France pour le moment, parce que ça demande des moyens. Voilà. Et donc à l'époque, sans moyens personnels, sans avocat féroce, ça a été finalement très facile pour lui de me mettre à terre. Et même à la sortie de la société, ça a été hyper compliqué parce qu'il voulait que je sois la seule responsable légale des bilans et d'éventuels contrôles sur les premières années d'exercice de la structure. Donc ça l'arrangeait bien, puisque moi je l'alertais tout le temps que j'étais contre. Et il avait effacé les emails en fait de ces 8 ans et demi d'expérience de production qui prouvaient que j'étais contre tout ce qu'il faisait depuis le début. Enfin bref. À la suite de cette période compliquée, j'ai pris conscience qu'on est encore trop dans un système qui survalorise les pourris, qui survalorise les requins, comme on dit, c'est-à-dire les personnes qui réussissent à générer des profits par le prix du sang, par l'application à la lettre de la loi du sacrifice. Je vous invite à aller réécouter l'épisode 2 bis de mon podcast, où j'illustre quand même assez bien, avec humour pour que ça passe, mais c'est une vraie réalité économique. Et quand on arrive à un certain niveau de soulèvement de fonds, les personnes qui détiennent ce pouvoir de pouvoir vous aider sur vos projets ou sur vos structures assument complètement, pour la grande majorité, de raconter la manière dont ils se sont enrichis, et ça fait vraiment froid dans le dos. Et surtout, c'est pas comme ça que moi, je veux réussir. Donc finalement, il y a un énorme gouffre qui se crée, et malgré les grandes sommes d'argent que moi j'ai pu manipuler dans ma carrière, les personnes influentes avec qui j'ai pu échanger, je suis toujours restée très alignée avec moi-même, et j'ai toujours eu un rapport sain à l'argent. Et malgré toutes les personnes malveillantes que j'ai pu côtoyer, ça a toujours renforcé à chaque refus de jouer ce jeu-là, et ça a renforcé ma valeur profonde à laquelle je tiens et qui fait ma personnalité. Et cette valeur, elle est simple, c'est que selon moi, le seul avenir possible, c'est un avenir plus juste, équitable, et par conséquent, on a besoin urgemment de créer des systèmes économiques pérennes, propres, des exemples de cercles vertueux, de réussite, et des modèles réels d'élévation sociale et d'équité sociale. Oui, c'est utopique, c'est peut-être trop optimiste, mais ça fait partie de qui je suis, et c'est parce que j'ai failli y arriver qu'on m'a planté aussi les poignards dans le dos à un moment très très stratégique de ma carrière. Donc c'était en 2019, l'année de la chute, je l'appelle. Je vous dis la suite après dans la partie 2.